Cependant, même si l'on acceptait la thèse courante selon laquelle une œuvre ne parle que dans sa langue, resterait posée la question de notre rapport à l'œuvre étrangère. Car je pourrais comprendre parfaitement l'allemand, l'anglais, le japonais, ces langues demeureraient pour moi fondamentalement étrangères. Jamais je ne lirai Shakespeare comme un anglais, mais de toute façon l'accès à l'original reste limité, que je le lise dans sa langue ou en traduction. Dans les deux cas, la même finitude opère différemment. C'est un préjugé que de croire la traduction, l'accès au texte par la traduction inférieur à la lecture directe. S'il est plus que douteux que l'œuvre ne parle que dans sa langue, s'il est douteux qu'elle parle, pour moi, plus pleinement dans sa langue qu'en traduction, alors la thèse selon laquelle la finalité unique de la traduction est de me faire accéder tant bien que mal à une œuvre étrangère s'effondre. Elle a certes aussi cette finalité, mais cela touche-t-il à son essence profonde? Les cultures polylingues des XVIe et XVIIe siècles traduisaient des œuvres qu'elles pouvaient fort bien lire dans leur langue d'origine. Pour elles, la traduction permettait de moduler une œuvre. Pour elles, l'œuvre ne s'accomplissait que dans ses variantes, et inversement, ces variantes ne pouvaient être que linguistiques. La théorie traditionnelle suppose qu'une traduction n'est pas essentielle pour une œuvre. Or, ce qui va montrer la tâche du traducteur, c'est que la traduction n'est pas un moment arbitraire qui surviendrait parce que des hommes auraient décidé de faire circuler un texte d'une langue à une autre. Cette circulation n'est possible que parce que l'œuvre l'exige et la permet. Et cela peut s'éclairer paradoxalement à partir de la constatation suivante. La communication n'est pas l'essence de la traduction, parce qu'une œuvre est intraduisible. Toute expérience de l'acte de traduire l'atteste. Rien de ce qui fait la chair langagière d'un texte, chair qui fait le vrai sens de l'œuvre, ne saurait être transmis, car aucune équivalence réelle n'existe de langue à langue. Aufgabe n'est pas tâche, parce que l'histoire des deux mots qui déterminent leur vrai sens est différente. Ceux qui veulent relativiser cet état de choses ont tort, mais plus encore ceux qui ont conclu que la traduction est vaine, car celle-ci s'accomplit, sans l'abolir, dans l'espace de l'intraduisibilité. Ce que signifient deux choses. En premier lieu, la traduction n'est point recherche d'équivalence, mais mouvement vers la parenté des langues. Elle produit cette parenté sans la supposer. En ce sens, elle est le plus grand bouleversement qu'une langue puisse connaître dans la sphère de l'écrit. En second lieu, l'œuvre est liée à sa langue sur un double mode contradictoire, celui de l'enracinement et celui du dépassement, de l'écart. Proust dit que les grands textes ont toujours l'air d'avoir été écrits dans une langue étrangère. Par l'enracinement, l'œuvre enfuit dans l'épaisseur de la langue natale. Par l'écart, elle s'arrache à elle, en produisant une autre langue étrangère, dès lors à la langue commune. Enracinée, l'œuvre est intraduisible. Subversion de sa langue, elle est au plus haut degré. Et ici advient une curieuse dialectique. La traduction d'abord ne fait que radicaliser ce mouvement de subversion. Elle a pour fin de déporter l'œuvre toujours plus loin de sa langue. Mais plus une œuvre est traduite, plus s'accroît pour elle la possibilité de s'enraciner dans sa langue, en apparaissant comme intraduisible. Cela n'apparaît guère au moment de sa naissance, où ce périple n'a pas encore été effectué. Elle n'apparaît comme œuvre de la langue natale que lorsqu'elle est retraduite. On peut donc dire que la traduction accomplit le rapport de l'œuvre à sa langue. Ne nous sommes-nous pas éloignés de Benjamin? Certes, mais en correspondant digressivement à l'ébranlement de sa question. Tout commentaire doit être digressif. Citons l'écrivain marocain Katibi. Le commentaire tourne avec le texte, chacun pour son compte. Nous avons cherché digressivement à voir quelle était la finalité de la traduction, ou plutôt quelle serait sa finalité, si d'aventure nous pouvions lire les œuvres dans leur langue. Eh bien, traduire resterait indispensable pour l'œuvre et notre rapport à elle. Mieux, sa vraie finalité apparaîtrait plus nettement, car la traduction est surtout faite pour ceux qui peuvent lire l'original. C'est dans le va-et-vient entre original et traduction que se réalise pleinement notre rapport à l'œuvre étrangère. Le troisième paragraphe commence par la phrase suivante. Une traduction est une forme. Qu'entend Benjamin par forme? Veut-il laisser entendre que la traduction est une forme littéraire? Il serait maladroit, voire erroné, de la considérer comme telle. La traduction n'est pas un genre. Pour saisir la signification de ce terme, il faut sans doute penser à Goethe.
chez qui la forme renvoie à ce qui est organisation, organisme, ensemble, qu'il s'agisse du domaine artistique ou surtout du domaine du vivant. La traduction est un certain organisme. Comme telle, elle est régie par un principe d'organisation, par une loi. Pour la saisir comme telle, il est bon, dit encore, de revenir à l'original, car c'est lui qui contient sa loi en tant que celle de sa traduisibilité. Gandillac traduit plus élégamment. Pour la saisir comme telle, il y a lieu de revenir à l'original, car c'est lui qui contient la loi de cette forme, en tant qu'elle est enclose dans la possibilité même qu'il soit traduit. Cette traduction, d'une part, obscurcit en voulant expliciter le fait que la loi de la traduction est directement la traduisibilité de l'original. D'autre part, elle traduit Übersetzbarkeit par possibilité même qu'il soit traduit, et transforme ainsi en périphrase l'un des concepts fondamentaux du texte. Nous traduisons, du reste, Gandillac propose lui-même plus loin, traductibilité. Übersetzbarkeit par traduisibilité, formée à partir de traduisible. La forme donc a une loi, celle-ci peut lui être immanente, comme dans le vivant ou l'œuvre, ou lui être transcendante, comme dans la traduction qui trouve son principe dans un autre, l'original. Cette loi, Benjamin l'appelle la traduisibilité de l'original. En tant que structure de l'œuvre, elle permet que surgisse par engendrement cette forme qu'est la traduction. L'original est cette forme première qui peut en engendrer d'autres, la traduction, mais aussi la critique. Par exemple, la critiquabilité de l'œuvre, concept que Benjamin a exploré dans le concept de critique esthétique, dans le romantisme allemand, rend possible le discours critique, cette autre forme qui dérive de l'œuvre. La traduction surgit par conséquent organiquement de l'original. En tant que forme, elle est pour Benjamin du domaine de la vie. Là où il y a forme, il y a vie, et vice-versa. Certes, Benjamin entend par vie quelque chose de bien spécifique, et par forme, il n'entend pas une structure formelle, close, morte et figée. Le vivant est forme, et, ajoutera-t-on, toujours en écho à Goethe, métamorphose. Le domaine des formes est celui des métamorphoses. La métamorphose est une auto-transformation de la forme. Celle-ci, en fait, n'existe que dans la métamorphose. C'est le mœurs et devient, c'est le meurt et devient de Goethe. Dire que la traduction est une forme, c'est donc affirmer qu'elle est une certaine métamorphose de l'original, et non une transformation extérieure à l'œuvre. Et le principe par lequel l'œuvre passe au-delà, méta, d'elle-même pour assumer une autre forme, c'est pour Benjamin l'Übersetzbarkeit, la traduisibilité. L'Übersetzbarkeit n'est pas simplement la possibilité linguistique d'être traduit. Celle-ci, pour autant qu'elle existe, n'est que relative. Benjamin pense à une traduisibilité radicale et absolue qui ne peut être déterminée, sauf en surface, selon des critères linguistiques. Nous le verrons avec deux exemples tout à l'heure. La traduisibilité linguistique n'est que la conséquence d'une autre traduisibilité propre à l'œuvre en tant qu'œuvre. Benjamin poursuit. La question de la traduisibilité d'une œuvre est double. Elle peut signifier parmi la totalité de ses lecteurs, trouvera-t-elle le traducteur adéquat, ou bien plus proprement, de par son essence, admet-elle, zoulas, la traduction et conformément à la signification de cette forme, la désire-t-elle, vers langue. La première question peut surprendre, parce qu'elle semble purement empirique. Qu'une œuvre trouve ou non son traducteur dépend d'une série de facteurs dont aucun n'est insignifiant, mais qui ne concernent pas sa traduisibilité profonde. En fait, qu'une œuvre trouve son traducteur, cela dépend de son mode de traduisibilité interne, ainsi que du kairos, du bon moment. La catégorie du bon moment, celui qui permet et désire une traduction, est tout à fait essentielle. Le bon moment n'est pas la somme de circonstances empiriques favorables et constatables. Il signifie que pour une traduction, le moment est venu. Certes, Benjamin ne parle pas ici de ce kéros, pour reprendre le vieux terme grec, mais il évoque implicitement dans notre fragment de sens unique quand il dit que le commentaire et la traduction se détachent de l'arbre du texte, profane au moment venu, recht zeitig. Si nous épousons sa métaphore, nous dirons que tous deux tombent comme des fruits de l'arbre du texte quand ils sont mûrs. À l'automne de l'œuvre surgit la bonne traduction. Nous y reviendrons à propos de la tardiveté, de la Sprechzeit, de la traduction. Le kéros est lié à un tel mûrissement. Il y a des moments dans l'histoire de la langue et de la littérature
où la traduction d'une œuvre est impossible, prématurée, et d'autres où elle devient possible. Ce possible est lié du côté de la langue traduisante à un désir. Quand celui-ci se manifeste, toutes les prétendues impossibilités objectives, linguistiques et autres disparaissent. Le kéros décide de la traduisibilité. Le moment venu, il y a toujours un traducteur pour une œuvre. En disant que le kéros ne tient pas des circonstances empiriques repérables, j'entends par là qu'il n'est pas l'objet d'un savoir objectif. Le kéros est perceptible sur le mode du pressentiment. Celui-ci a trait au mouvement même du temps, de l'œuvre et de la langue. Brusquement, la traduction devient possible, désirable et désirée. La traduction qui n'est pas à son heure ne trouve ni traducteur, ni éditeur, ni lecteur. L'étude des circonstances qui permettent une traduction reste fructueuse jusqu'au point où elle s'arrête au kéros. La pensée du kéros touche toute l'existence humaine. Elle est aussi ancienne que la pensée grecque et fait l'objet d'un savoir propre. L'étude du kéros de la traduction renvoie évidemment à son historicité. Nous verrons comment Benjamin pense celle-ci d'abord à partir des œuvres. L'un de ces chapitres est assurément celui de la retraduction, car c'est une loi que toute grande traduction est une retraduction, plus globalement formulée. La traduction s'accomplit dans la retraduction. La nécessité de celle-ci ne répond pas seulement au fait que les goûts, les exigences se modifient dans ce domaine. Elle correspond au fait assez énigmatique que toute première traduction ne rend jamais justice à l'œuvre et que sa radicale imperfection est le sol qui permet la retraduction. Du point de vue du kéros, cela signifie que la première traduction est prématurée. Certes, Benjamin ne parle pas de la retraduction, mais nous verrons qu'il touche indirectement à cette problématique lorsqu'il dit qu'aucune œuvre ne trouve son traducteur élu au temps de son surgissement. Nous l'avons dit plus haut, le possible ouvert par le kéros correspond à l'émergence d'un désir. Celui-ci est double, désir de traduire, désir d'être traduit. C'est dans l'ouverture de ces deux désirs que l'œuvre devient traduisible. Plusieurs questions se posent alors. Qu'en est-il de la traduisibilité? Si ce désir n'apparaît pas, peut-on parler pour l'œuvre d'un désir d'être traduite? Voyons d'abord la première question. Le fait qu'une œuvre ne trouve pas de traducteur ne signifie pas qu'elle soit intraduisible. Il est des hommes qui ne trouvent jamais de compagne. Peut-on dire qu'ils ne sont pas faits pour la conjugalité? Il se peut d'ailleurs qu'ils aient rencontré l'élu, mais pas au bon moment. Notre comparaison maritale n'est pas si arbitraire, car Franz Rosenzweig, dans l'écriture et Luther, a parlé à propos de la traduction de hieros gamos, de noces sacrées entre deux langues. La non-traduction empirique ne met guère en cause la traduisibilité foncière d'une œuvre. C'est en ce sens qu'il faut lire le paragraphe 3 qui développe à propos de l'inoubliable une idée chère à Benjamin. Une vie ou un instant reste inoubliable, même si tout le monde les a oubliés. Ils le restent parce qu'ils sont inoubliables par essence. L'inoubliable est une catégorie objective, non ce qui ne peut objectivement, subjectivement être oublié, car tout peut l'être, mais ce qui requiert d'être gardé en mémoire, d'être remémoré. Que nous ne soyons pas toujours à la hauteur de cette inoubliabilité n'y change rien. Tout homme a connu des instants inoubliables qu'il a ou non oubliés. L'inoubliable est peut-être ce que nous oublions le plus facilement, tels les intenses moments amoureux que nous voudrions à toute force garder en mémoire, mais que leur intensité même, en les rendant inoubliables, livre à l'oubli. Cette digression de Benjamin a un rapport caché à la traduction. Souvenons-nous de la manière dont un traducteur du XVIe siècle français, des Essarts, signait ses traductions. Acuerdo, olvido, en espagnol, je me souviens, j'oublie. Mémorable signature, plaçant la traduction sous le double signe de la mémoire et de l'oubli, et qui dépasse l'expérience traductive du XVIe siècle. Toute traduction est remémoration. Pensons à notre siècle à l'Énéide de Klossowski ou au Parménide de Jean Beaufret. La traduction est remémoration même quand il ne s'agit pas de grandes œuvres passées, car au temps où elle se survient, l'œuvre est toujours lointaine. Si, comme l'affirme Benjamin, aucune œuvre ne trouve de son temps son traducteur élu, cette dimension remémorante devient évidente. On peut aller plus loin et dire la traduction est liée à l'inoubliabilité de l'œuvre. Cette inoubliabilité, c'est que Benjamin appellera sa gloire. Rime. Tout ce qui est inoubliable est glorieux, et vice-versa. La traduction est donc mémoire de l'inoubliable. Qu'en est-il maintenant du désir de l'œuvre d'être traduite?
Benjamin introduit le concept de désir avec le verbe verlagen. Ce désir est strictement celui de l'œuvre. Qu'un auteur souhaite ou non être traduit, cela est autre chose. Si ce désir s'inscrit dans l'écriture de l'œuvre, alors il appartient entièrement à celle-ci. Mais comment peut-on parler d'un désir de l'œuvre? Après tout, une œuvre n'est pas une subjectivité, mais le produit d'une subjectivité. Et pourtant, que l'œuvre désire, elle, sa traduction, tout traducteur peut l'éprouver. L'appel de ce désir, le traduis-moi, aussi muet qu'il soit, est perceptible. L'emploi du verbe verlagen n'est pas métaphorique. De même que l'inoubliable ne cesse de demander d'être gardé en mémoire. L'œuvre ne cesse de demander sa traduction. On objectera, certaines œuvres semblent être indifférentes à la traduction, et d'autres plus nombreuses résistent à celle-ci, veulent rester dans leur langue natale. Benjamin, du reste, limite son affirmation quand il dit « Si la traduction est une forme, la traduisibilité doit être essentielle à certaines œuvres. À certaines, pas à toutes. Cette restriction est d'autant plus notable qu'une autre restriction la suit immédiatement. Que la traduisibilité soit essentiellement propre à certaines œuvres, cela ne veut pas dire que leur traduction soit essentielle pour elle-même, mais qu'une signification déterminée, immanente aux originaux, s'exprime dans leur traduisibilité. Qu'une traduction, si bonne soit-elle, ne puisse jamais rien signifier pour l'original, cela est évident. J'ai là encore retraduit. Laissons cette seconde restriction pour l'instant et revenons à la première. Elle est importante pour une pensée de la traduction, car l'un des postulats essentiels de celle-ci, c'est que, quelle que puisse être la diversité des œuvres et des types d'œuvres, la traduisibilité est une structure qui leur est commune à toutes et qui contribue à les définir en tant qu'œuvres. Dire que la traduisibilité serait essentielle à certaines œuvres et donc pas à d'autres, c'est entrer dans un schéma typologique qui à la limite ruine toute possibilité de réflexion systématique sur la traduction. Il est bien vrai que chaque œuvre pose des problèmes spécifiques de traduisibilité. Et c'est pourquoi il n'y a pas de méthode dans ce domaine. On peut même soutenir que le mode de traduction d'une œuvre se déduit du mode de traduisibilité inhérent à chaque œuvre. Mais cela n'enlève rien à la validité du principe qui veut que pour toute œuvre, la traduisibilité soit une structure constitutive. Une œuvre sans traduisibilité serait une contradiction dans les termes. Que cette traduisibilité se module infiniment et se marie selon des modes divers avec sa structure d'intraduisibilité, cela va de soi. En termes de désir, on dira que l'œuvre désire et ne désire pas être traduite. Mais le non-désir ici n'est point symétrique au désir. Il est résistance. Cette résistance, elle aussi, existe dans toute l'œuvre. Dans toute œuvre. Or, il se trouve que le désir de traduire n'acquiert lui-même plénitude et signifiance qu'au contact des œuvres qui résistent le plus à la traduction, qui sont réputées intraduisibles. Oui, plus une œuvre résiste à la traduction, plus elle attire. Le cas des sonnets de Shakespeare est révélateur. Il faut donc en conclure que dans cette résistance, il y a un appel muet à la traduction. L'intensité de la résistance indique en creux que pour l'œuvre, il y va dans la traduction de tout son être. Cette dialectique peut être éclairée et illustrée en confrontant des écritures où traduisibilité et intraduisibilité, consentement et résistance à la traduction apparaissent clairement. Il s'agit de deux auteurs argentins, Jorge Luis Borges et Roberto Hart. La confrontation de quelques passages de leurs œuvres et de leurs traductions montre comment à chaque fois désir de la traduction et résistance se manifestent sous des signes inverses, sans qu'on puisse classer aucun de ces textes sous la rubrique traduisibilité ou intraduisibilité. Une telle confrontation permet également de distinguer le concept de traduisibilité linguistique de celui de traduisibilité littéraire et de montrer comment, pour une œuvre, la traduisibilité linguistique n'est que la conséquence de sa traduisibilité interne.